Donc bonsoir, moi je suis Benoît Raphaël, je suis un ancien journaliste, entrepreneur et aujourd'hui donc je suis éleveur de robots. Je vais vous raconter, vous allez comprendre un peu ce qui m'est arrivé entre temps. D'abord vous connaissez ce... Putain, j'ai vu qu'il y avait un petit problème de... Faut que je me mette là en fait, c'est ça? Ce côté-là. Vous connaissez? Vous savez qui? Paul. Voilà. Paul Le Poulpe. Vous savez qu'il est mort depuis. Donc Paul Le Poulpe, pour ceux qui ne connaissent pas, mais tout le monde connaît, donc c'est un poulpe donc, qui avait pour particularité de super bien prédire en fait les vainqueurs des matchs de la Coupe du Monde de football. Il y avait notamment des séries en fait de 6 prédictions positives, donc ce qui est assez rare. Il y a eu énormément de théories sur Paul Le Poulpe. Je ne sais pas si elles sont très sérieuses. En tout cas, vous pouvez les trouver partout sur Internet. Alors, est-ce que vous connaissez le lien entre Paul Le Poulpe et l'intelligence artificielle? Aléatoire. C'est aléatoire. Oui. Alors, pour Paul Le Poulpe, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. C'est un des éléments. Le premier truc, c'est qu'effectivement, personne ne sait pourquoi Paul Le Poulpe a choisi l'Allemagne plutôt que l'Espagne. D'ailleurs, la dernière prédiction de Paul Le Poulpe avant sa mort, en fait, il a choisi l'Espagne plutôt que l'Allemagne et c'est l'Allemagne qui a gagné, alors que Paul Le Poulpe est allemand. Et d'ailleurs, en Espagne, sur sa tombe, ils ont fait un monument en hommage à Paul Le Poulpe, parce qu'il est possible que, même si on n'a pas compris, peut-être que sa dernière prédiction était juste par amour, en fait, pour l'Espagne. Le deuxième lien, c'est que, en fait, ce n'est que de la prédiction. Même si on ne sait pas bien pour Paul Le Poulpe, mais on va considérer que Paul Le Poulpe prédit les choses. On va être d'accord là-dessus. De toute façon, on ne peut pas lui poser la question. L'intelligence artificielle, en tout cas celle qu'on utilise dans l'état de l'art, c'est de la prédiction. C'est-à-dire qu'on va prédire, par exemple, qu'une image d'un chat est plutôt un chat qu'un chien, parce qu'en fait, il y a une prédiction par rapport à l'entraînement qu'il a reçu. Il pense qu'à 80%, ça va être un chat ou un chien, mais en fait, il ne le sait pas, en fait. Pareil pour détecter si quelque chose est intéressant pour vous, à 70% il a des chances de décider. Donc on est dans la prédiction, pas dans le savoir. Et donc pour Paul Le Poulpe, c'est un petit peu la même chose. Et troisième raison, c'est que concernant l'intelligence artificielle, et notamment ce qu'on appelle les réseaux de neurones, en fait, les robots en fait ne comprennent pas du tout ce qu'ils font. Paul Le Poulpe non plus. Par exemple, là, il ne sait pas du tout qu'il est en train de choisir entre l'Allemagne et l'Espagne. Bon, je ne pense pas, en tout cas, il n'a pas de concept d'ailleurs de ce qu'est l'Allemagne ou l'Espagne. Il ne sait pas ce que c'est que le football. Il ne sait pas non plus ce qu'est peut-être un humain. Le robot, c'est pareil. Quand il choisit entre deux solutions, en fait, il ne sait pas de quoi il parle exactement. Et il ne sait pas non plus quand, par exemple, AlphaGo gagne contre le champion du monde de Go, eh bien, il ne sait pas qu'il joue au Go. Il y a des règles. Il ne sait pas ce que c'est que le jeu de Go. Il ne sait même pas qu'il est en train de jouer contre un humain. Eh bien, quand on parle d'information, eh bien, c'est la même chose. Donc l'information, elle est distribuée en grande partie par les réseaux sociaux. Plus de 60% des Français, les plus jeunes, reçoivent leur information à travers les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Donc comment est-ce qu'elle arrive, cette information? Elle arrive à travers ces moteurs, mais comme les robots ne comprennent pas ce qu'ils lisent, c'est-à-dire que les articles qu'ils sont en train de lire, ils ne savent pas ce que c'est un article, ils ont du mal à comprendre de quoi ça parle exactement. Il y a des notions de concept, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Mais en fait, ils ne comprennent pas. Et donc, le seul moyen qu'ils ont de comprendre, en fait, c'est d'utiliser les datas, donc les données que vous leur envoyez chaque jour, sans forcément le savoir, ou même parfois en leur envoyant un peu n'importe quoi. Il y a 50% des Français qui envoient des données sur Internet et qui reconnaissent raconter n'importe quoi. D'ailleurs, sur Facebook, en général, on ne raconte pas forcément la vraie vie, c'est un peu le Photoshop de notre vie. C'est la même chose. Donc, en fait, comme ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il trouve un article, ça c'est vachement bien, putain, lui il a été super bien partagé, donc je vais le donner à lui, tiens, lui il lui ressemble vachement, donc je vais le donner aussi à lui, et au bout d'un moment, en fait, ils finissent par nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles d'information, qui font qu'à force de personnalisation, comme vous allez aussi cliquer sur les mêmes articles, au bout d'un moment, ça finit par nous enfermer. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça, il y a des algorithmes qui permettent de compenser ça, mais c'est un énorme bazar. Et puis surtout, ça ne nous protège pas contre les fake news, c'est même plutôt le contraire. En fait, les fake news adorent les robots, et au lieu de nous en protéger, ils ont plutôt tendance en fait à les favoriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il y a beaucoup de robots qui fabriquent en fait eux-mêmes les fake news. Et donc, comment on fait en fait pour régler ce problème-là? Et moi qui beaucoup travaillé dans l'information, c'était ma principale problématique, c'est d'abord on s'enferme de plus en plus. Moi, j'avais du mal aussi à avoir accès à de l'information de qualité,
de ne pas être enfermé dans mon secteur d'activité. Je m'intéressais beaucoup à l'évolution dans les médias, mais aussi à la technologie. Mais du coup, on m'envoyait toujours la même chose. Je n'allais pas juste mettre le hashtag média dans mon robot. Et puis en même temps, je me sentais de plus en plus enfermé. J'avais besoin de m'ouvrir un maximum l'esprit parce que ça évolue tellement vite que j'avais besoin de pouvoir explorer un maximum de choses. Et j'avais de plus en plus de mal à avoir accès en fait à du contenu de qualité ou du contenu qui pouvait en tout cas me surprendre et me rendre un peu plus intelligent. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, comme les robots comprennent rien, ben en fait, les robots, en fait, ça s'éduque. Et pour l'instant, vous les éduquez, vous, avec les données que vous leur envoyez. Données, et vous ne savez toujours pas ce que vous leur envoyez non plus. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir, et moi j'avais un besoin pour moi, trouver des articles de qualité qui puissent m'entraîner aussi vers d'autres sujets. Et le problème, c'est que la qualité, en fait, elle est relativement subjective. En fait, il n'y a pas forcément de règles à donner. Donc, on s'est dit, il faut que ça soit collaboratif. Parce qu'on a cherché des critères. Qu'est-ce que la qualité? Comment est-ce qu'on peut passer d'une personne qui s'intéresse à un sujet, c'est l'entraîner vers un autre sujet, parce que ça va l'intéresser aussi. On a travaillé énormément de règles et on s'est dit que finalement, ça devenait beaucoup trop compliqué. Et on s'est dit, il vaut mieux que ça soit très transparent, le plus simple possible, et qu'on travaille une interface qui permette aux humains et aux robots de travailler ensemble. Et on a lancé ça en février 2017. Ça marchait pour nous, mais on avait besoin de le mettre entre les mains des gens pour voir si ça fonctionnait. Donc comme on n'était pas très bon en interface, on a créé un personnage qui s'appelle Flint, donc c'est un robot virtuel. Donc c'est une intelligence artificielle personnelle qu'on peut entraîner soi-même pour qu'elle aille chercher pour nous en fait des articles, donc des contenus de qualité sur Internet. Elle nous les envoie tous les jours sous forme de newsletter, donc par mail, avec une quinzaine de liens par jour. Et son objectif, c'est de personnaliser, évidemment, mais surtout en fait de nous surprendre pour nous sortir de la bulle. Donc c'est gratuit, vous pouvez y aller, c'est sur flint.media. Voilà, vous tapez flint.media, vous avez un robot, ça va assez vite. Et vous me direz ce que ça fait pour vous, en fait. On a besoin de beaucoup de retours. Donc aujourd'hui, il y a 13 000 abonnés gratuits. Tout se fait par bouche à oreille, pour n'avoir que des gens qui comprennent bien le projet. Donc comment ça marche? Pour résumer très simplement, je ne suis pas un scientifique, c'est mon associé qui l'est. Comme on ne peut pas définir en fait la qualité, encore une fois, c'est trop complexe, c'est trop personnel. Donc au lieu d'avoir un programme qu'on va entraîner, à qui on va donner des règles précises qu'il va suivre et pour ensuite les automatiser, eh bien en fait on utilise notamment l'apprentissage automatique et en partie les réseaux de neurones où en fait on va simplement envoyer les articles et on va lui dire ça c'est un article de qualité pour nous, ça c'est un article qui n'est pas de qualité pour nous, ça c'est dans un sujet qui m'intéresse mais c'est de qualité. Et donc le robot petit à petit en fait va établir ses propres règles à partir des données qu'on lui envoie et de l'entraînement qu'on lui a donné. Voilà, donc on a lancé ça il y a 2 ans, puis rapidement, ça permet de le faire relativement simplement, on peut l'entraîner assez rapidement, et donc rapidement, en fait, on nous a demandé de pouvoir, en fait, de thématiser, en fait, spécialiser un robot sur des thématiques beaucoup plus précises. Et donc on a créé une école de robots avec des bébés robots, donc c'est une génération de robots qui s'entraînaient beaucoup plus rapidement que les premiers. Les premiers robots spécialisés qu'on avait, il fallait à peu près 3 semaines pour l'entraîner, avec 4000 articles, donc 2000 articles positifs d'un côté, 2000 de l'autre, négatifs. Là, ceux-là, ils s'entraînent entre eux. Ils ont appris ce qu'on appelle la culture générale, donc ils font des liens entre différents concepts, et surtout, ils ont une intelligence collective. Ils apprennent en fait les uns des autres. On les a pensés un petit peu comme un écosystème, on va dire végétal, très réactif par rapport aux humains. Et donc l'école des robots permet en fait d'adopter un bébé robot et donc de pouvoir l'entraîner, le spécialiser sur une thématique tout en allant chercher la qualité. Donc on a commencé, parce qu'on parle de business, avec des entreprises, parce qu'on ne voulait pas lever d'argent, donc on avait besoin d'experts. Et donc dans les grandes entreprises, il y a des experts, et les entreprises ont plus d'argent pour ce type de projet. Donc on s'est dit, on va en prendre 5 maximum. Et donc on a lancé cette opération avec 5 grandes entreprises qui nous ont aidés en fait à forger ce projet. Puis on l'a lancé en version publique payante en juin dernier, donc avec une partie individuelle et une partie pour les entreprises. Donc dans l'entreprise, en fait, ils désignent des éleveurs de robots, donc des parents adoptifs. On fait même d'ailleurs des réunions de parents d'élèves robots. Je sors d'ailleurs d'une réunion de parents d'élèves robots tout à l'heure avec 5 parents d'élèves. Et parce que quand on est éleveur de son robot, on est responsable en fait de l'intelligence artificielle, en tout cas de ses résultats. Et donc il faut surtout bien comprendre comment fonctionne le robot. Et si on l'entraîne mal, eh bien le robot va nous donner un mauvais résultat. On peut aussi, pour l'entraîner, pour que vous compreniez, c'est assez simple, le robot se tape tout le travail. Une fois qu'on lui a expliqué
ce qui nous intéresse, il va aller chercher en fait des contenus, et ensuite nous on se contente d'appuyer sur des boutons rouges ou sur des boutons verts et des boutons gris si on estime que c'est un article de qualité, mais que c'est un article qui n'est pas dans le sujet qui nous intéresse, mais que ce n'est pas vraiment de la qualité pour nous. Et puis en entreprise, en fait, on peut aussi s'intéresser à la fois à l'éducation, mais aussi à l'apparence du robot, parce que ça devient un nouveau collaborateur. Donc là, c'est une expérience assez amusante, parce qu'on essaie vraiment de créer une sorte de totem, on pose plein de questions, et on peut voir apparaître donc le nouveau collaborateur robot. Par exemple, ici, vous avez Lenslow, qui est nouveau collaborateur donc chez Baker McKenzie, qui donc lui il a un job super, c'est en fait toutes les semaines il envoie une newsletter aux collaborateurs et aux associés de ce groupe d'avocats avec des articles, une sélection d'articles en français et en anglais sur le futur du métier d'avocat. Donc il avait un CDD, maintenant il a un CDI, puisqu'il y a 70% des gens qui sont abonnés qui ouvrent la newsletter. Alors, je vous en ai fait bouger parce que pour montrer qu'il bouge aussi, en fait, ça c'est juste ça permet de créer plus de liens. Alors, celui à gauche, en fait, il a été entraîné par les étudiants de l'ISEG. Et il est d'ailleurs maintenant public, et donc ils ont créé une version publique où les étudiants peuvent s'y abonner. Donc je crois qu'il a 3000 abonnés depuis quelques semaines. Et puis à droite, elle va un peu plus vite, c'était notre premier prototype de robot femme, parce qu'au départ les robots n'avaient pas de sexe. Enfin, il est plutôt asexuel le premier. Enfin, je sais pas. Pensez qu'il est non, on sait jamais en fait. On s'est dit c'est un peu comme les doudous en fait. Les robots ils ne peuvent pas avoir de sexe. Et là ils voulaient absolument avoir un robot qui soit féminin. Donc c'est le plus beau d'un robot qu'on ait fait avec beaucoup de matière, qui s'appelle Violette, qui est donc le robot de BPCE, donc du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire, et qui elle parle de transformation digitale. Et puis Accenture, alors ils sont toujours plus les trucs en grand forcément, donc ils ont dit bah non, on va prendre nous 60 éleveurs. Ils ont commencé par 30, ils en sont à 60. Ils ont écrit un article d'ailleurs en anglais pour raconter leur expérience de relation homme-robot et comment est-ce que les chercheurs d'Accenture ont utilisé en fait les robots pour essayer d'améliorer leur recherche, mais aussi des questions que ça posait, parce que des fois ça marche pas, ça fait partie aussi de l'expérience. Et donc dans 20 villes, dans 20 villes, dans plusieurs pays dans le monde, donc c'est toujours en anglais, mais on n'a pas toutes les langues, en anglais ou en français, donc du Japon à Bangalore en passant par Atlanta et Gurugram, je sais absolument pas où est Gurugram. Et là, ça permet aussi de raconter des histoires. Donc je sais pas, à votre avis, de quoi parle cette robot? Pardon? Féminisme. Alors, elle parle de l'égalité homme-femme. Elle a été entraînée par la responsable d'une association qui s'appelle Jamais sans elle. Et en fait, vous pouvez aller chercher des articles qui parlent de l'égalité homme-femme, mais tous ne sont pas bienveillants. Vous avez des gens qui parlent de ce sujet-là, mais en étant un peu sexistes. Alors comment est-ce qu'on fait? Si on devait faire une recherche, on mettrait le mot-clé égalité homme-femme, essayer de comprendre l'ensemble des choses, le contexte, tout ça. Mais comment on fait pour ne pas avoir des contenus sexistes en fait? Donc le fait de l'entraîner, donc elle était entraînée par par Natacha, qui l'a donc entraînée en essayant de lui montrer que des articles qui partageaient les valeurs en fait de Jamais sans elle, donc des articles non sexistes, et ça lui permet aussi de raconter une histoire pour parler du biais sexiste dans l'IA. Vous savez que l'IA n'est pas forcément complètement, l'intelligence artificielle n'est pas forcément objective, et que selon la façon dont elle a été entraînée, elle peut montrer des biais, puis même parfois quand les données sont bonnes, les données mêmes peuvent révéler des biais sociétaux qu'on peut avoir, qui peuvent être sexistes, parce que l'intelligence artificielle c'est aussi le miroir en fait de nos propres biais. Et donc, soit elle est entraînée avec les mauvaises données, soit en fait elle révèle en fait des choses, et elle peut nous permettre d'ailleurs de révéler en fait des propres biais qu'on peut avoir. Et quand on entraîne un robot, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait le fait de s'informer, c'est pas juste consommer de l'information. On a souvent pris l'habitude de dire là, je m'informe, donc les médias m'envoient des infos, puis si je suis pas content, je dis que c'est des fausses informations, et puis quand j'ai un outil pour m'informer, je vais attendre à ce qu'il me donne un résultat. Là non, en fait, ça demande de l'implication, parce que s'informer, c'est pas consommer, c'est pas un produit. L'information, c'est comme manger, c'est comme la nourriture. Bien se nourrir, c'est pas un produit de consommation. C'est important pour notre santé, pour notre rapport aux autres. L'information, c'est la même chose, donc on a besoin de s'impliquer. Et le fait, en fait, simplement d'entraîner le robot, donc de lui préciser aussi ce qu'on cherche vraiment, ce qui pour nous est de la qualité, de se poser simplement cette question-là. Et alors il faut en faire l'expérience pour s'en rendre compte. On s'en rend pas compte forcément au départ, mais c'est tous les témoignages qu'on a nous le disent, et moi je me rends compte aussi également. En fait, le fait de se poser la question permet en fait de s'informer déjà différemment et d'avoir déjà une façon d'aborder l'information différente. Donc ça veut dire que
faut pas laisser les robots tout seuls. Vous l'avez vu, si on les laisse tout seuls, en fait, ils peuvent nous emmener dans des dangereux biais, ou bien nous enfermer aussi. Donc il faut, c'est pas parce qu'ils prédisent bien qu'ils ont forcément raison. Et même les robots de Facebook et de Google, ils ont beaucoup raison. Et puis quand ça devient trop compliqué, parce que le monde est très complexe, ils peuvent se tromper. Puis alors du coup, quand vous multipliez ça par des milliards d'articles, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ils se trompent. Et là, l'essentiel, c'est pas tant la qualité de la prédiction, c'est en fait l'interaction et la transparence. Et c'est là-dessus qu'on joue, parce qu'on pense que finalement tout ce qu'on fait nous à notre niveau d'artisan de l'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on se présente, eh bien on se rend compte que des plus grands de l'intelligence artificielle se posent les mêmes problèmes, qui sont que effectivement il faut interagir plus que simplement être intimidé par l'intelligence artificielle, et d'abord se dire quelle histoire je veux raconter pour utiliser ensuite les outils, en sachant que ces outils peuvent se tromper, mais l'essentiel, c'est la transparence. Donc pour terminer, on va revenir avec Paul Le Poulpe. Alors ça, vous avez un Paul Le Poulpe artificiel, donc des chercheurs très sérieux, parce que c'est comme un sujet sérieux, l'intelligence artificielle. Donc on essaie de travailler pour rentrer plein de données dans une IA, pour essayer de prédire quel serait le vainqueur de la dernière Coupe du Monde. Donc comme vous pouvez le voir, la France s'est arrêtée ici. Et ensuite, donc, forcément, Brésil, Allemagne, comme d'hab. Et donc, forcément, c'est l'Allemagne qui, en fait, n'a pas gagné. Donc, beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et Paul Le Poulpe, en fait, il y a quand même eu un Paul Le Poulpe. Les Japonais en ont embauché un, et il s'est tellement planté, mais dès les premières poules, qu'en fait, ils l'ont tué, ils l'ont transformé en sushi. Voilà, c'est cette belle image que je vous laisse méditer sur. Et donc, l'important, c'est de partir à l'aventure, et je serais ravi de répondre à vos questions. Il reste 3 minutes, c'est ça? Mais il y a plus que ça. D'accord, voilà. Bonjour, merci. Personnel de Flint, si je comprends bien, c'est un outil pour faire de la veille intelligente qui va finalement faire des recommandations sur des articles. Comment on entraîne est-ce qu'on entraîne ce robot que par des oui ou non? Est-ce que c'est que sur les articles? Ou est-ce que dans l'article, typiquement, je vais pouvoir dire ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas? Alors c'est une bonne question. Pour l'instant, on observe au fur et à mesure, on essaie de construire au fur et à mesure et de comprendre aussi comment nous, humains, on interagit avec la machine par rapport à ça. On est parti de l'idée de faire le plus simple possible, en fait. Parce qu'on s'est dit, en fait, en faisant simple, si jamais il y a un problème, on peut facilement l'expliquer. Maintenant, on essaie de travailler sur des indicateurs qui nous permettent de comprendre pourquoi un robot se trompe, ou est-ce qu'il n'est pas content de lui ou pas, etc. Donc dans la version Flint, qui est la version gratuite, c'est extrêmement simple, et c'est un sort de j'aime pas. Parce qu'on pourrait se dire, oui, d'accord, j'aime pas, c'est comme Facebook, quoi. Enfin, quelle est la différence? Et alors, quand on lui dit j'aime, ça veut dire que c'est un contenu qui est vraiment de qualité. Quand on lui dit j'aime pas, en fait, il n'en tient pas tellement compte, parce que Flint fonctionne un peu différemment. Il est surtout là pour nous ouvrir, en fait, l'esprit, donc il tient compte surtout du positif. D'ailleurs, le positif est plus utile pour nos robots que le négatif. Mais le simple fait, donc une fois qu'il a ça, il considère que c'est de la qualité pour nous, et en fait, il va avoir une approche qui est à la fois sémantique, je simplifie, et une approche qui est sociale. Parce qu'on s'est dit finalement, pour déterminer la qualité, la sémantique ne suffit pas, les règles, on a du mal à les avoir, donc il faut qu'on ait pas mal de données, et dans ces données-là, on va avoir des données sociales, donc on a panélisé un certain nombre d'experts, notamment sur Twitter, donc plus de 20 000 experts, mais parce qu'en fait, nos outils, le projet date de 2 ans, mais en fait, le projet avait été créé notamment avec un scientifique, et on a plusieurs années en fait de crawl d'articles, et donc il va essayer de vous situer dans un espace par rapport à des sources d'informations, par rapport à des experts, et maintenant aussi par rapport à d'autres robots et d'autres éleveurs, puisqu'on a maintenant plus de 300 éleveurs qui entraînent professionnellement des robots, donc on payait l'abonnement depuis le mois de juin sur 1000 robots, et on a 13 000 abonnés qui, eux, cliquent juste sur les liens du robot Flint. Donc c'est un j'aime pas, mais avec cette particularité qu'en fait, à partir du moment où vous savez, je ne sais pas comment dire, mais en fait c'est ce qui nous est revenu de la plupart des personnes qui nous ont fait des retours sur Flint, le fait de se poser la question de tiens, si je clique là-dessus, qu'est-ce qu'il va faire le robot? Et d'être en relation directe, en fait, ça change en fait la façon d'aborder en fait le fonctionnement du robot, et donc finalement c'est autant dans la technologie que dans l'attitude qu'on va créer, et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'interface était aussi importante, voire plus importante que la technologie qu'on mettait derrière.
tout comme l'histoire qu'on raconte. Pourquoi je fais des robots rigolos? C'est marrant à faire en fait, c'est très drôle à raconter. Mais en fait, c'est un peu comme les enfants quand ils jouent. En fait, les enfants, c'est pas pour fuir le monde, c'est pour s'approprier le monde. Et quand on joue avec ces robots, l'histoire qu'on raconte, les bébés robots, l'adoption, etc., c'est pas des mots innocents. Le design aussi du robot, qui a toujours l'air de faire des conneries, de se planter tout le temps, mais c'est fait exprès. Ça nous permet de raconter une histoire et de nous permettre de nous approprier un peu plus la technologie, parce que je pense que la technologie peut être très utile, très très efficace, mais en fait, si on ne comprend pas comment elle fonctionne et qu'on ne sait pas comment interagir avec elle sans transparence, je pense qu'elle fera beaucoup de conneries. Donc c'est aussi dans cette philosophie-là qu'on a pensé le projet. Mais on l'a pensé au fur et à mesure, hein. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on allait trouver au départ. Merci. Oui, bonjour. Rapidement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans votre projet, peut-être en interprétation ou juste en... Techniquement, alors, il faut que je fasse intervenir Thomas, mon associé, mais en fait, le plus difficile, en fait, c'est pour nous, ça a été de pas lever d'argent, de se dire, en fait, on va essayer d'avancer. Quand on a lancé ce projet, on s'est dit, on va le faire lentement, on va prendre le temps de le faire, on va essayer de le faire bien, et on va essayer de faire en sorte que ça soit utile. On va pas essayer de vendre à tout prix. Et donc, tout notre travail, c'est d'essayer de financer le projet tout en le construisant. Donc, c'est pour ça qu'on a cette première version-là avec des modèles de financement, donc d'abonnement, etc. Ça sera sans doute différent dans 1 an et dans 2 ans, mais là, on est dans une phase du projet où on doit construire. Et comme le projet n'était pas prêt, il fallait le construire avec les autres. Et donc, on a besoin d'experts. Donc, du coup, on trouve une utilité pour les experts qui viennent s'abonner. Et donc, du coup, on ne fait pas de publicité parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui comprennent le projet, qui sont vraiment experts et qui ont un vrai besoin d'information. Et souvent, ceux qui ont un vrai besoin d'information, qui ressentent qu'ils s'informent mal et qu'ils ont un problème, souvent sont des experts parce que leur métier, c'est d'être au courant et d'être un petit peu plus au courant que les autres. Donc, c'était le plus difficile parce qu'en fait, on passe par des phases où, effectivement, on lance le projet, on a moins 10 000 euros sur la banque. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On tient quand même. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, mais j'ai pas donné de leçons parce qu'on n'en est qu'au début du projet, donc ça se trouve on va se planter dans 3 ans, donc je vais pas encore écrire de billet médium pour expliquer comment j'ai réussi ma vie, mais par contre ça nous a permis d'être toujours de penser à faire le mieux possible, quoi qu'il arrive, et donc plutôt de réduire nos dépenses, tout ce qui était superflu, et de se concentrer vraiment sur l'interaction avec les utilisateurs ou les clients pour essayer de l'améliorer. En fait, ça nous donne une force. Donc le plus difficile, c'est vraiment de tenir par rapport au regard des autres, par rapport aussi aux finances. Et l'enjeu technologique, il n'est pas si important que ça parce qu'on essaie de le simplifier. Le plus important, c'est vraiment l'interaction qu'on peut avoir avec les gens. Et le vrai enjeu pour nous, c'est d'arriver à créer l'interface qui permette d'avoir... Et quand on fait ça, on a des données de super qualité en fait. Donc du coup, on a besoin d'une technologie moins complexe. Je ne dis pas qu'on a raison, par contre c'est comme ça qu'on l'a fait, d'abord parce qu'on avait moins d'argent, donc il fallait forcément qu'on fasse simple. Bonjour, merci. Si j'ai bien compris, vous avez d'un côté donc, un système de notation de par les utilisateurs, qui disent oui ou non, et ça donne un poids du coup aux articles. De l'autre côté, vous avez des experts qui vont nous donner les sources, en fait qui vont élargir le panel, c'est bien ça jusqu'à maintenant ce que c'est savoir sur la bienveillance, c'est basé sur de la bienveillance, ici du côté des experts? Aussi, oui. Alors, les experts, en fait, ils entraînent les robots aussi, donc du coup, ça... Mais effectivement, quand Accenture, par exemple, a mis ses 30 éleveurs de 20 villes différentes, c'était compliqué. Il y en avait qui étaient en Inde, etc. C'est pas du tout les mêmes sources, en fait. Donc, et sur des sujets, mais super chelous, quoi. Je vous dis même pas lesquels. Et en fait, donc forcément, les robots trouvaient pas, quoi. Donc c'était intéressant. Et tous les abonnés, donc ils rentrent dans l'école de robots. C'est aussi pour ça qu'on fait des réunions de parents d'élèves robots pour les individuels. Pour les entreprises, on le fait en entreprise. Ça nous permet de régler ces problèmes-là. Et donc quand l'expert bute sur un sujet, on voit qu'il y a un problème de source, de référence, puisqu'on panélise notamment. Donc ça nous a permis de développer des fonctions qui permettent d'envoyer des articles robots. Et au début, il les recevait, mais en fait, on bloque énormément en fait la capacité d'action du robot parce qu'on a très peur des fake news. On a très peur de la mauvaise qualité, donc plutôt que de tout crawler et de régler les problèmes, ce qui nous demanderait d'avoir beaucoup d'équipes de chercheurs, en fait, on crawl peu, en fait, et on grossit petit à petit, et on le fait avec des experts. Donc un expert va nous envoyer
des articles par exemple avec des sources qui lui sont de qualité, notamment indiennes par exemple, on n'en avait pas au départ. Et en fait, le robot, dès qu'il voit ça, il va essayer d'explorer l'écosystème, à la fois sémantique mais aussi social, et de sources aussi également, pour essayer de comprendre. Et là, il faut qu'on lui donne l'autorisation. Et donc là, on débloque un certain nombre de choses qui lui permettent d'aller chercher cette fois-ci, d'aller crawler. Et là, ça se répand beaucoup plus vite. Donc c'est un peu comme ça qu'on avance. Donc c'est vraiment, oui, c'est comme quand je parlais d'artisanat, hein, on fait ça à la lime, quoi, au papier de verre. Et la bienveillance c'est en fait, on est obligé en fait de faire attention à qui on a comme client. Donc ça m'arrive de rembourser en fait des abonnements alors c'est compliqué. Il y a des gens qui comprennent pas bien et en fait on préfère en fait, et surtout les gens viennent à nous, on fait très peu de démarches. Je fais pas de démarches commerciales. Je vais pas solliciter les gens en fait. J'en parle dans les conférences et le bouche à oreille se fait beaucoup comme ça et ça nous permet d'avoir en fait une qualité en fait de clients qui nous permet d'améliorer le projet. Je sais pas si c'est une bonne idée hein, financièrement, mais en tout cas. Ça nous permet d'être contents de ce qu'on fait. Une dernière question. Bonsoir, merci. En fait, je vais mettre la casquette d'un créateur de contenu de médias. Comment je peux m'interfacer avec votre produit pour tirer profit de cette plateforme et en quelque sorte améliorer la qualité du contenu médiatique? Parce que c'est ça l'objectif, j'imagine. Oui, alors on a beaucoup d'abonnés. Dans les abonnés gratuits, on a plus de 30% qui viennent des médias, notamment des patrons de médias. Mais comme on ne fait pas de service, on n'a pas vraiment interagi avec eux. Parce on essaie de faire uniquement ce qu'on fait. Donc ça nous arrive de travailler en laboratoire, c'est-à-dire vraiment si on a des fonctionnalités qu'on veut développer, on a envie de le faire. Donc par exemple là, on travaille avec une maison d'édition. Parce qu'il y a énormément en fait qu'il y a énormément de contenu de très grande qualité et donc qui nous permet, et l'idée c'est d'aller crawler en fait leur contenu, leur livre de connaissances, et c'est de voir comment est-ce qu'on peut aussi rajouter à notre connaissance là qui est uniquement du contenu chaud, hein, puisque c'est les contenus publiés dans les 5 derniers jours, de ramener aussi du contenu un peu plus froid. Pour aller chercher un peu plus de connaissances. Donc on fait ce type de collaboration, voilà. Mais c'est vraiment de façon, on en choisit un ou deux par an parce qu'on ne peut pas en faire plus, pour pouvoir améliorer effectivement à chaque fois, parce que c'est une interrogation permanente. Quand vous rentrez dans cette notion de qu'est-ce que c'est que s'informer, en fait vous vous rendez compte que c'est plus seulement m'informer de ce qui se passe dans le monde, c'est aussi m'émanciper et apprendre. Et aborder la connaissance. Donc comment est-ce qu'on arrive à aller de ce je m'informe à je deviens connaissant et je vais essayer d'apprendre des nouvelles choses en fait. C'est un peu le rôle des médias. Je pense que les médias sont les nouvelles écoles dans un monde où l'école est très rapidement obsolète et donc il y a une grosse responsabilité. Donc nous on essaie à notre niveau en tout cas de pouvoir essayer de répondre à ces problématiques-là. Merci beaucoup. Merci.